Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, dans le dossier de la laïcité au Québec, les discours contradictoires des ministres s'accumulent. On se souvient de la vice-première ministre qui a dit que son gouvernement pourrait faire appel à la police pour faire appliquer le projet de loi 21. Encore cette semaine, le premier ministre et son leader parlementaire ont eu des versions contradictoires sur la définition d'un signe religieux. Imaginez-vous, le projet de loi porte sur l'interdiction des signes religieux et ce n'est que cette semaine que le leader parlementaire a défini ce que c'est un signe religieux, d'autant plus que la définition qu'il a présentée n'aide en rien à y voir plus clair. Elle est tellement large qu'elle donne lieu à des interprétations tout à fait arbitraires. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on discute de ce projet article par article et, évidemment, le premier ministre nous accuse d'obstruction. Qu'on soit pour ou contre le projet de loi, je pense que tout le monde s'entend sur une chose. C'est le fouillis total dans ce projet de loi. Dans la presse ce matin, ce projet de loi est qualifié de surréaliste et difficilement applicable. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous mettre en œuvre une loi si vous n'êtes même pas capable de définir l'objet de cette loi? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le Parti libéral, quand on parle, par exemple, des policiers et policières, est d'accord qu'un policier ou une policière puisse porter un voile, une kippa, un signe religieux. On peut effectivement souhaiter, puis en réponse aux demandes qui ont été faites autant par l'opposition que par des gens qui sont venus en commission, on peut essayer de préciser ce qu'est un signe religieux. Mais en bout de ligne, sur le fond du dossier, c'est important que tout le monde comprenne qu'au Québec, on est un État laïque, qu'on veut, de façon modérée, pour un certain groupe d'employés qui sont en autorité, interdire les signes religieux. Il y a un désaccord important entre la majeure partie des Québécois et le Parti libéral. En particulier chez les francophones, le Parti libéral a à peine 10 % d'appui chez les francophones. Monsieur le Président, la majeure partie des Québécois souhaitent qu'on interdise les signes religieux pour les personnes en autorité. On a choisi d'inclure les policiers, juges, gardiens de prison et les enseignants, enseignantes aux primaires, secondaires qui travaillent avec des enfants, qui sont des modèles pour les enfants. Entre autres, on veut protéger l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis, Monsieur le Président, le Parti libéral est complètement déconnecté des Québécois dans ce dossier-là. Donc, je comprends qu'ils essayent de trouver des façons d'étirer le dossier, mais les Québécois nous demandent d'agir. Première complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que ça ne mérite pas une telle partisanerie. Monsieur le Président, le leader parlementaire a tenté de vulgariser ce qu'est un signe religieux, mais ça nous a mêlés davantage. J'ai donc une mise en situation pour vous. Une enseignante porte un pendentif avec une croix en souvenir de sa grand-mère. Pour elle, il n'y a pas de signification religieuse. Par contre, un collègue considère que c'est un signe religieux. Cette enseignante va-t-elle être forcée de retirer son pendentif? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est très clair, c'est que le Parti libéral est pour que les personnes en autorité, comme les policiers et les policières, puissent porter des signes religieux. Ça, c'est très clair. C'est très clair que la grande majorité des Québécois ne sont pas d'accord avec le Parti libéral. Évidemment, on va avoir une course au leadership bientôt. Ce qu'on comprend, c'est qu'à l'intérieur du caucus, il y a certains députés qui souhaiteraient qu'on interdise le port du voile ou de la kippa pour des policiers et policières. Mais ça, c'est le problème des libéraux. Nous, on est au service des Québécois et on va agir à la demande des Québécois. En terminant, deuxième complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous êtes au service des Québécois en incluant une clause dérogatoire dans le projet de loi 21. Pour invoquer une telle clause, il faut démontrer qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Est-ce que le premier ministre peut me citer une situation d'urgence, un cas exceptionnel qui justifierait, selon lui, le recours à cette clause? Monsieur le Premier ministre. La souveraineté parlementaire. S'il vous plaît. J'ai des gens francophones, anglophones,
allophones qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « Monsieur Legault, êtes-vous capable, dès maintenant, de faire adopter le projet de loi pour interdire les signes religieux? » Il y en a qui me disent « Je suis venu vivre au Québec parce qu'au Québec, on a certaines valeurs puis on les protège. » Pour ce qui est de la clause dérogatoire, le Parti libéral a déjà été nationaliste. Robert Bourassa a déjà utilisé la clause dérogatoire, mais on a un nouveau parti qui est multiculturaliste, qui protège ce multiculturalisme. Les Québécois ne sont pas d'accord. Monsieur le leader de l'opposition officielle, s'il vous plaît, votre attention. La parole appartient maintenant au leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, par respect pour la fonction, j'ai laissé répondre le premier ministre. Maintenant, c'en est assez. Il impute des motifs. Vous connaissez notre règlement, Monsieur le Président. Je vous demande de le faire appliquer. Si le premier ministre du Québec n'est pas capable de répondre avec sérieux, sérénité et respect pour sa fonction à cette question, comment pensez-vous, Monsieur le Président, comment pensez-vous, Monsieur le Président, que nos travaux peuvent se dérouler correctement? Je donne la parole au leader du gouvernement. Je vous demande d'être prudent dans les propos que vous utilisez et de ne pas vous interpeller. La parole appartient maintenant au leader du gouvernement. Monsieur le Président, pour la suite de nos travaux, j'invite le leader de l'opposition officielle à baisser d'un ton. Je pense, Monsieur le Président, qu'on est capable de débattre sereinement de cette question-là et surtout de faire en sorte de pouvoir laisser le premier ministre répondre à la question. Cela étant dit, on est face à un choix de société entre le multiculturalisme du Parti libéral et le choix de la société québécoise de vivre dans l'interculturalisme. Monsieur le Président, il s'agit d'une question de société. On va défendre ce que les Québécois nous ont donné comme mandat, soit d'interdire le port de signes religieux chez les personnes en situation d'autorité. Et moi, je vous demande, parce que je l'ai dit également hier, de respecter tant les questions que les réponses et de se respecter mutuellement dans une période de questions aussi importante que celle que l'on tient continuellement. Et je m'adresse à toutes les députés et à tous les députés, sans omettre personne. Question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Comme le premier ministre ne répond pas à mes questions, j'aimerais entendre la ministre de la Justice. Madame la ministre, vous qui êtes la gardienne de la Charte des droits et libertés, est-ce que vous considérez justifié le recours à cette clause dérogatoire? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, en Allemagne, en Belgique, en France, on interdit les signes religieux pour des personnes qui sont en autorité. Les Québécois sont accueillants. Les Québécois sont accueillants. Que le Parti libéral arrête de traiter les Québécois d'intolérants. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai jamais été autant découragée et humiliée. On avait confiance et aujourd'hui, on se fait encore dire d'attendre. On s'est déplacé pour vous permettre de faire de belles photos en campagne. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous passez maintenant à un autre appel. Déçu de voir que nous ne sommes pas respectés. Utiliser l'image des personnes handicapées adultes pour vous faire élire, c'est lamentable. Martin Houle. Je suis parent d'enfants majeurs handicapés. Je suis extrêmement déçue du suivi du ministre de la Famille dans le dossier de l'aide aux familles d'enfants lourdement handicapés. Marie-Pierre Lacroix. Nous sommes déçus, choqués, frustrés d'entendre encore une fois qu'il n'y a rien pour nous, les parents d'enfants handicapés adultes. Il va falloir que le gouvernement agisse. Et si la députée de Soulanges crie victoire, ce n'est pas notre cas. Jacques Binet. Monsieur le Président, que répondent les ministres de la Famille à ces parents d'enfants handicapés majeurs que son gouvernement a abandonnés une deuxième fois? Bravo, Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je souhaite vous dire qu'on a effectué un pas de géant cette semaine. On a non seulement rempli un engagement électoral qu'on avait pris, l'engagement d'offrir 22 millions de dollars aux familles d'enfants handicapés, donc d'enfants de moins de 18 ans. On avait promis une somme de 22 millions de dollars pour bonifier le programme de soutien aux enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Écoutez, on a livré 30 millions de dollars. On a rendu ce programme-là qui était pas équitable et qui était tout croche, plus équitable, plus flexible, pour faire en sorte qu'on vienne tripler. On pourrait tripler le nombre de familles qui vont recevoir cette aide-là. C'est une aide qui sera rétroactive. On a même précisé que les parents qui ont déjà fait une demande n'auront pas besoin d'en refaire une.
Donc, beaucoup plus de simplicité pour ces parents-là. Donc, dans ce dossier-là, on a livré, c'était notre premier engagement. Quant au deuxième engagement, on a effectivement promis de rétablir une certaine équité entre les familles naturelles et les familles d'accueil. On a pris cet engagement-là. Le premier ministre l'a réitéré. On remplira cet engagement-là. On a 4 ans pour le faire. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux est au travail. On n'a qu'une seule parole. On avait dit qu'on respecterait notre engagement. On s'est fait critiquer de ne pas l'avoir fait. On l'a fait et on va continuer. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Est-ce que le gouvernement pense que de bonifier de 100 $ va changer la vie de quelqu'un qui doit abandonner son travail pour s'occuper de son enfant adulte handicapé? Même s'ils sont adultes, ils demeurent nos enfants. Denise Bégin. Ridicule. Je ne vais pas manquer du travail pour les faire évaluer si je peux avoir 100 $. Martin Houle. Monsieur le Président, les témoignages que vous entendez sont ceux des parents à bout du souffle, des proches aidants. Que répond la ministre responsable des proches aidants à ces gens? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? On vient d'annoncer 38 millions de dollars dans le cadre du programme Soutien aux familles du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme n'avait pas été actualisé depuis 1991. C'est 25 000 familles qui vont pouvoir toucher 1 500 $ par année. C'est 3 700 personnes qui étaient en attente depuis des années pour obtenir 1 500 $ pour du répit, du gardiennage pour les proches aidants. Et là, vous êtes en train de nous dire que c'est pas correct, ça, d'avoir injecté 7,8 millions de dollars pour donner plus de répit? Comment se fait-il qu'il n'ait pas actualisé le programme depuis 1000... Deuxième complémentaire, Madame la députée, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, vous aurez remarqué, comme moi, probablement, que le député de Westmount-Saint-Louis est debout et prêt à poser sa question. Alors, je vous demande votre collaboration. Silence. La CAQ s'est engagée à rétablir un équilibre entre l'aide versée aux familles naturelles et aux familles d'accueil d'enfants handicapés mineurs et majeurs. Mardi, le ministre délégué à la Santé a dit qu'il devrait faire des calculs avant. On va lui épargner du temps. L'Étoile de Pacho et Parents jusqu'au bout ont déjà fait le travail. Je dépose leur analyse. Est-ce que le ministre peut faire suivre l'étude à son ministère et revenir d'ici la fin d'été avec une proposition à la table? Consentement pour le dépôt du document. Consentement. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je vais vous expliquer le travail qui reste à faire. Évidemment, j'ai lu l'étude de Raymond Chabot, qui est datée sur des données de 2016. On est en train d'actualiser ces données-là au ministère des Finances et dès qu'on aura les résultats, on pourra voir de l'avant comment on va être capable de rattraper ces chiffres. Il faut que je dise à la députée qu'en plus de ça, on s'occupe de 2 autres dossiers également qu'on veut livrer aux parents d'adultes handicapés. Un, ceux qui veulent demeurer au travail, donc trouver une solution avec des activités socio-culturelles pour les enfants, pour leurs jeunes de 21 à 35 ans. D'autres qui désirent garder leurs enfants dans un milieu éducatif, donc trouver une solution pour déployer le projet SACEFA que vous aviez voté en 2018, qui n'est toujours pas appliqué. Donc, on travaille sur ces 3 dossiers-là pour trouver une solution pour tous les enfants et adultes. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, depuis plusieurs mois, on pose toujours les mêmes questions concernant la maternelle 4 ans. Vous vous rappelez qu'en campagne électorale, le premier ministre nous a dit qu'il ne savait pas trop comment compter parce qu'il avait estimé ça à 153 millions et nos calculs étaient de 2 milliards. Quand il nous a demandé d'aller revoir le cadre financier, on l'a fait. Il n'était pas content. Il a enlevé le cadre financier du site web de la CAQ. Maintenant, le 18 avril dernier, la presse canadienne a fait une demande d'accès à l'information en vertu de nos lois québécoises. Elles ont demandé des choses assez simples. Pertinence, faisabilité, le coût, le déploiement, plan de communication pour informer les Québécois. Le délai prescrit par la loi, c'est un délai maximal de 30 jours. Ça fait 2 mois que la presse canadienne attend. Mais savez-vous quoi? L'article 52 de la loi sur l'accès à l'information stipule qu'après le délai, ils sont réputés refusés de répondre. Combien de lois vont-ils violer pour déployer les maternelles 4 ans? Est-ce qu'ils ont un plan? De 2 choses l'une. Soit qu'il y a un plan, soit qu'il n'y en a pas. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'ai été déçu ce matin, pour vrai, de voir cet article qui disait qu'on n'avait pas répondu assez rapidement à la demande d'accès à l'information. J'ai eu une conversation avec la journaliste qui a écrit l'article ce matin. Je lui ai assuré qu'on allait répondre très rapidement. J'ai posé des questions au ministère pour savoir comment ça se fait qu'on n'avait pas respecté ce délai-là. C'est important pour moi qu'on réponde quand il y a des demandes d'accès. On n'a rien à cacher. On a un plan dont on est très fiers. On veut le déployer en 5 ans.
C'est un service qui est excellent, qui est exceptionnel. On aura un duo de feu dans nos classes, enseignantes, éducatrices. On aura accès à des classes qui seront bien aménagées. On aura accès à un service de qualité, à une équipe de professionnels. Les parents répondent à l'appel. Les 250 classes supplémentaires qu'on veut ouvrir seront ouvertes et même qu'il y aura plus d'élèves dans ces classes qu'il n'y en avait précédemment quand les anciens partis ouvraient des classes. On n'a rien à cacher. J'ai posé des questions, j'aurai les réponses. On répondra plus rapidement à l'avenir. Ce n'est pas une habitude qu'on aura de ne pas respecter cette loi. Les réponses s'en viennent. On sera transparent. Première complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Oui, Monsieur le Président. La porte-parole de son ministère a dit « Nous accusons un retard important dans la transmission des réponses aux demandes d'accès à l'information. » Fin de la citation. Alors, quand il dit que ce n'est pas notre habitude, c'est l'habitude. Il dit « C'est pas notre habitude et les renseignements seront fournis. » Ils sont 36 jours de retard, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, le fait implacable, il n'y a aucun document, aucune explication. La ministre de la Justice est responsable de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Pourquoi on n'a pas accès aux documents, Madame la ministre? Monsieur le ministre de l'Éducation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va corriger la situation. J'ai posé quelques questions. J'ai obtenu des réponses très rapidement ce matin. Ce qu'on m'a dit, c'est que le nombre de demandes d'accès à l'information au ministère de l'Éducation a augmenté de 75 % en 4 ans. Bonne nouvelle, les gens s'intéressent à l'éducation. Cependant, le nombre de personnes chargées de traiter ces demandes-là n'a jamais bougé dans les 4 dernières années. J'apprends ça aujourd'hui. Les correctifs seront apportés pour qu'on réponde avec plus de diligence parce qu'on n'a rien à cacher. On est fiers de notre plan en éducation pour le primaire, pour le secondaire, activités parascolaires, maternelle 4 ans, réinvestissement, aide alimentaire. On est là pour les élèves. On sera transparent pour transmettre toutes nos bonnes nouvelles aux Québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le Président, ce n'est pas un document qui était là avant leur arrivée, c'est leur projet maternelle 4 ans. On n'a rien à cacher. Ils n'ont même pas de plan, pas de document. Alors, je veux dire, le passé le dos large, mais là, ça ne tient pas la route, Monsieur le Président. Ça fait 8 mois que la ministre est responsable de la loi d'accès à l'information et aux documents. Et il était ironique, Monsieur le Président, que le 16 avril dernier, la ministre disait « Souhaiter plus de transparence des municipalités ». Elle a la fonction d'offrir du soutien aux organismes qui en ont besoin. Son collègue a besoin de soutien. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais rassurer mon collègue, le député Lafontaine. Je donne tout le soutien nécessaire. D'ailleurs, mon collègue qui a été mis au fait de cette situation va agir rapidement. Pour ce qui est de la loi à l'information, ça date pas d'hier qu'on parle d'un changement de culture en plus haut lieu. Et ce changement de culture-là est en train de s'opérer, Monsieur le Président. Nous allons travailler sur la loi à l'information. Quand même curieux que le projet de loi ait été déposé en mai 2018, à la fin d'une législature, et mort au feuilleton. Alors, on travaille sur cette question-là, Monsieur le Président. La transparence sera la marque de commerce de notre gouvernement, je vous l'assure. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de l'affaire Louis Robert, le gouvernement minimise la gravité de la situation. Or, le rapport déposé ce matin par la protectrice du citoyen prouve que nous avons raison de tirer la sonnette d'alarme. Interprétation erronée de la loi, absence de transfert du dossier à la protectrice, bris de confidentialité de l'identité du divulgateur, suivi interne non conforme. Sur toute la ligne, le MAPAC a bafoué les droits et brisé la confiance de M. Robert. Si c'est comme ça qu'on traite les lanceurs d'alerte au Québec, le lobby des pesticides sont en train de sabrer le champagne. Avec raison, le ministre va blâmer les libéraux, mais on va laisser l'opposition officielle faire son examen de conscience. Maintenant, c'est la CAQ qui gouverne. C'est le ministre qui est aux commandes et ça doit être la fin de la récréation. Le ministre s'engage-t-il à suivre la totalité des recommandations de la protectrice du citoyen dans les délais exigés? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, la protectrice du citoyen vous a déposé ce matin son rapport spécial sur l'application de la loi sur facilitant la divulgation des actes répréhensibles au sein d'organismes publics. Je dois vous confesser, Monsieur le Président, que j'attendais avec intérêt la publication de son rapport. Et puis, je vous rappelle que j'avais demandé le 4 février dernier à la protectrice du citoyen de faire enquête et elle avait accepté publiquement de se saisir de ce dossier, de faire enquête. Alors, je l'en remercie. J'ai pris connaissance du rapport. La protectrice du citoyen nous a informé
qu'après la période de questions, elle va faire une conférence de presse pour parler des tenants et aboutissants de son rapport, pour présenter son rapport. Alors, en respect pour la protectrice du citoyen, nous allons laisser la protectrice du citoyen faire sa conférence de presse et présenter son rapport. Et par la suite, nous donnerons les réponses appropriées au rapport de la protectrice du citoyen, M. le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, nous avons tous eu une copie du rapport. Il est public. Ce qu'il faut, c'est que des renvois des gens comme Louis Robert, il n'y en ait plus jamais, ni au MAPAC, ni dans aucun des ministères. La protectrice recommande donc de faire ce que Québec solidaire demande depuis le début. Il faut revoir la loi trouée des libéraux. Le premier ministre le disait dans l'opposition, cette loi ne protège pas les lanceurs d'alerte. Le gouvernement s'engage-t-il à donner suite à cette recommandation et à réviser la loi? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, j'apprécie beaucoup la question de la députée parce que c'est exactement là que nous sommes. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que lorsque nous avons pris connaissance de ce problème-là au MAPAC, nous avons immédiatement contacté tous les ministères pour nous faire rapport de ce qui se passait par rapport aux responsables qui ont été nommés dans chacun des ministères. Nous avons établi le contact avec la protectrice du citoyen. Nous prenons acte ce matin de son rapport avec beaucoup d'intérêt et, comme j'ai mentionné, nous allons avoir un compte-rendu de tous les ministères pour le 30 juin pour savoir qui sont les responsables dans chacun des ministères et combien de plaintes ils ont reçues depuis les 18 premiers mois. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, M. le Président. L'histoire de Louis Robert, c'est celle d'un homme courageux qui a dénoncé une situation grave, qui n'a pas été soutenu, qui a perdu toute confiance envers son employeur, qui s'est donc tourné vers les médias, ce qui est interdit dans la loi actuelle. Ça lui a coûté sa job. Nous avons déposé, il y a quelques mois, le projet de loi 198 qui donnerait cette option aux lanceurs d'alerte, soit d'aller vers les médias. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'aller de l'avant et appeler ce projet de loi? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Ça me permet, avec le député de Rosemont, de compléter ma réponse et j'apprécie. Il y a deux choses qui me restent à compléter. Premièrement, c'est que lorsqu'on a demandé d'avoir le compte-rendu dont je parlais, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'était de s'assurer qu'on l'aurait avant le 30 juin. Toutes les recommandations qui sont demandées par la protectrice du citoyen vont faire partie du projet de loi que l'on veut déposer à l'automne parce que nous n'attendrons pas en 2020. Nous allons accélérer les changements à la loi parce qu'il y a effectivement des manquements et il y a des choses à faire, ce que nous allons faire cet automne, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a accueilli son homologue de l'Alberta, celui qui considère que le Québec est son débiteur, celui qui considère que collectivement, les Québécois, on a une dette à l'égard de l'Alberta, celui qui considère que si on doit se payer des services sociaux, il faut remercier l'Alberta. Je ne sais pas ce que le premier ministre pense de ça, mais ce que j'ai vu, c'est que le premier ministre d'Alberta est sorti confiant à sa rencontre avec le premier ministre, confiant de le convaincre pour un projet de pipeline qui est sa priorité. Il n'en a pas fait de cachette. Alors, ce que j'aurais besoin de savoir, c'est, selon lui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est si confiant de pouvoir convaincre le premier ministre? Qu'est-ce que le premier ministre a dit en notre nom au premier ministre de l'Alberta pour les intérêts du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'ai été très clair avec le premier ministre de l'Alberta. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un oléoduc de pétrole. Par contre, on a une ouverture pour un oléoduc de gaz qui se rendrait au Saguenay pour créer des milliers d'emplois payants qui permettrait ensuite d'exporter du gaz liquéfié en Europe pour remplacer le pétrole et le charbon. Donc, la situation puis notre position est claire. Les seuls qui ne sont pas clairs, c'est les membres du Parti québécois, en particulier le député de Jonquière, qui se fait actuellement beaucoup critiquer au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il s'oppose à la création de milliers d'emplois payants, parce qu'il s'oppose à un projet qui va réduire les GES sur la planète. Personne au Saguenay ne comprend le député de Jonquière. Est-ce que le chef du Parti québécois peut nous aider à nous expliquer la position du Parti québécois? Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, s'il y en a un qui va se faire critiquer s'il cède aux demandes de l'Alberta, c'est le premier ministre du Québec lui-même qui nous représente. Je veux vraiment vérifier ce qu'il a dit au premier ministre de l'Alberta parce que quand il a rencontré la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, à 2 reprises, elle est obligée de le rappeler à l'ordre sur ce qu'il avait compris de la rencontre.
Donc, c'est très important pour moi d'avoir l'heure juste. Est-ce que le projet de gazoduc, c'est une façon de rembourser une dette à l'Alberta, selon lui, où la liste est plus longue et on n'aura pas le choix d'acquiescer aux demandes de l'Alberta? Monsieur le Premier ministre, je vous demande également, la parole n'appartient qu'au Premier ministre. Monsieur le Président, on vient d'avoir notre réponse. Le chef du Parti québécois vient de nous dire que le projet de gazoduc, 14 milliards de dollars, qui vont créer des milliers d'emplois payants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, le Parti québécois est contre ce projet-là, contre la création d'emplois payants en région, contre un projet qui, au total, va réduire les GES sur la planète. Quel dogmatisme, encore une fois, du Parti québécois. Thème complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Le président, le premier ministre ne répond pas à la question. S'il veut parler d'emplois payants qui ont été créés, il y en a un à date à Investissement Québec. C'est un emploi très payant qu'il a créé. Je lui accorde. Je comprends qu'il a déjà cédé sur le gazoduc. Il lui a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais en sortant, il est encore confiant qu'il allait en avoir plus. Comme c'est lui qui négocie avec le premier ministre Alberta, qui l'accueille à souper, j'aimerais vraiment ça qu'il nous communique. Qu'est-ce qu'il met sur la table pour qu'on puisse acquitter la dette que Jason Kenney prétend qu'on a à l'égard de sa province? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, notre position à la CAQ est claire. Non à un oléoduc de pétrole. Oui, on est ouvert à un oléoduc de gaz. Moi, je trouve ça gênant que le Parti québécois, qui a déjà été le Parti des régions, s'oppose à un projet qui va créer des milliers d'emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas le Parti québécois que j'ai connu. C'est pas le Parti québécois que les Québécois des régions souhaitent voir. Je vois, entre autres, la députée sur la Côte-Nord qui, elle, est pour le développement des emplois en région. J'ai hâte de voir si le prochain chef du Parti québécois va revenir à la défense des régions. Je vous demande encore une fois de respecter la règle et d'éviter de vous interpeller. Question principale. La parole appartient maintenant, avec votre attention, à la députée de Fabre. 28 mai, le ministre de l'Emploi et la ministre des Aînés annonçaient une offensive de diagnostic en matière de ressources humaines dans les résidences privées. Un diagnostic. Monsieur le Président, n'est pas me dire que la CAQ ne sait pas déjà où sont les besoins criants. Le diagnostic de la pénurie des préposés aux bénéficiaires, il n'est pas compliqué à faire. Dans le public, dans le privé, il en manque partout. Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est beaucoup trop long, surtout s'il faut attendre le diagnostic pour avoir une stratégie concrète de valorisation, d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. L'été est déjà arrivé, les périodes de vacances à nos portes. La ministre des Aînés dit vouloir apporter des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans les résidences privées pour aînés. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Les vacances commencent maintenant. Ma question est très simple. Quoi? C'est quoi sa solution pour le remplacement des préposés aux bénéficiaires en vacances d'été? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Depuis notre élection, on travaille beaucoup en équipe et ma collègue responsable des aînés et moi avons travaillé à un plan. On est tout à fait conscient de la rareté de main-d'œuvre, spécifiquement pour les préposés aux bénéficiaires. Et dans les résidences privées, on a lancé récemment, vous en avez été informé, ma collègue le sait, une vaste offensive pour faire la promotion de ce métier-là de préposé aux bénéficiaires, pour le valoriser. On a mis en place des mesures spécifiques pour aider les résidences privées à recruter, à retenir et à former les préposés aux bénéficiaires de façon à ce que le ratio soit beaucoup plus intéressant, à améliorer l'environnement de travail des préposés aux bénéficiaires. On est sensible à leur réalité de travail et on est sensible aux besoins des bénéficiaires. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. La ministre des Aînés affirme, et je la cite, « Les préposés aux bénéficiaires font une différence concrète dans la vie des Québécois. C'est pourquoi mon collègue de l'Emploi et moi-même sommes en discussion afin de continuer de valoriser cette profession. Le secteur des résidences privées pour personnes aînées peut compter sur notre collaboration pour être assuré que nos aînés peuvent bénéficier des meilleurs soins possibles. Monsieur le Président, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où la ministre est prête à intervenir dans la gestion des résidences privées? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, il y a 140 000 personnes aînées hébergées dans 1 800 résidences privées. Et dans ces résidences, il y a 240 conventions collectives différentes. Ce sont des résidences privées
On leur demande une certification. La certification a des irritants. Nous allons arriver bientôt pour enlever certains irritants. Très prochainement, un nouveau programme de gicleurs. Et je tiens à souligner que la semaine prochaine, je rencontre tous les PDG, je l'ai dit hier dans cette Chambre aux députés de Rimouski, que je rencontre tous les PDG des CIS et des CIUS et je leur ai demandé un plan d'action pour le personnel dans nos établissements et aussi pour les résidences privées. Merci. Deuxième complémentaire. Madame la députée de Fabre, la parole vous appartient. J'aimerais saluer 2 représentants du syndicat des Teamsters dans les tribunes. Ils ont dit « Le gouvernement est en train de changer la tapisserie pendant que le toit coule de partout. » Tout comme la ministre, je souhaite ce qu'il y a de mieux pour nos aînés et parce qu'il serait bon pour le gouvernement de rétablir un dialogue avec les syndicats, je demande à la ministre de se joindre à moi après la période de questions, pas pour une visite surprise, mais pour une rencontre surprise avec les représentants des Teamsters. La salle est déjà réservée. Est-ce que la ministre viendra? Madame la ministre responsable des aînés, votre attention pour la réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'adore la question de la députée de Fabre parce que depuis 2014 jusqu'en 2019, janvier, il y a eu une fermeture de 450 résidences privées pour aînés. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour freiner la fermeture de ces résidences, pour le manque de personnel dans nos résidences privées pour aînés? Qu'est-ce que vous avez fait? 450 résidences privées qui ont fermé leurs portes. Maintenant, ça va me faire plaisir, Monsieur le Président, de rencontrer le président des Teamsters qui est ici et nous allons pouvoir parler ensemble. Il va peut-être pouvoir m'expliquer comment on peut faire en sorte pour qu'il y ait un salaire plancher pour tout le monde. Question principale, Madame la députée, s'il vous plaît, Madame la députée de Mercier, c'est à votre tour. La parole vous appartient. Monsieur le Président, on a appris une bonne leçon cette semaine. Comme le dit l'adage, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et avec la CAQ, il ne faut pas crier à la promesse remplie avant d'avoir lu le projet de loi. On aurait dû attendre avant tout le monde ensemble de se réjouir que la CAQ tienne sa promesse de rembourser les trop perçus d'Hydro-Québec. Mais en regardant attentivement le projet de loi, on se rend compte que c'est un véritable cheval de Troie. On retire des pouvoirs à la Régie de l'énergie, qui est le chien de garde des consommateurs. On laisse Hydro-Québec construire des lignes haute tension sans aucune surveillance. Pire, les consommateurs vont voir leurs factures augmenter encore plus qu'aujourd'hui. Bref, avec ce projet de loi, les tarifs seront fixés sur un coin de table au bureau du premier ministre. Est-ce que le ministre peut admettre que son projet de loi est là pour retirer des pouvoirs à la Régie de l'énergie? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. On ne retire aucun pouvoir à la Régie. On modifie une chose, par exemple. La cause tarifaire. La cause tarifaire qui se faisait à toutes les années. Dorénavant, ça sera aux 5 ans. Ça sera aux 5 ans parce que la démonstration est faite. On a regardé les 40 dernières années. On a regardé les 15 dernières années. Si l'inflation avait été appliquée, Monsieur le Président, sur les tarifs d'Hydro-Québec, la hausse tarifaire aurait été moindre que celle qui a été observée de 3 % sur 15 ans. Mais on voit la corrélation presque parfaite entre l'inflation et les hausses tarifaires. Alors nous, ce qu'on vient dire, c'est effectivement, on va retourner 500 millions de remises sur la première facture de janvier à l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec. Deuxième des choses, on va geler les tarifs en 2020. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, on voit des écarts de rendement de 94 millions en moyenne par année. Ce geste-là fait une réduction de 200 millions pour une année. On abolit le mécanisme d'écart de rendement et c'est ce geste-là qui nous permet de le faire. Et dorénavant, ça sera l'inflation prévisible. La clientèle saura à quoi s'entendre, pourra budgéter ses frais en conséquence. Donc, on est très fiers de ce projet de loi. Première complémentaire. Madame la députée de Mercier, nous sommes attentifs à votre question. Bien sûr que vous retirez des pouvoirs à la Régie de l'énergie, c'est écrit dans votre projet de loi. D'ailleurs, dans les prochaines années, s'il y a des trop perçus, on ne pourra même plus les calculer. Le gouvernement le sait très bien, les trop perçus ne sont plus dans les coffres d'Hydro-Québec, ils sont dans les coffres de l'État. Si le gouvernement veut être honnête et remplir sa promesse, pourquoi est-ce qu'il ne rembourse pas les contribuables directement au lieu de faire des tours de passe-passe? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, je rappellerai que les trop perçus mentionnés, on appelle ça des écarts de rendement.
Donc, ce n'est pas du vol, là. C'est un rendement qui était fixé par la Régie de l'énergie qui a été dépassé par Hydro-Québec. Ça, c'est une chose. S'il vous plaît. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas retourner 15 ans en arrière, mais le geste qu'on pose se veut un geste d'équivalence. C'est-à-dire que oui, on va retourner 500 millions. Aujourd'hui, le 1er janvier 2020, Continuez, je m'excuse, Monsieur le ministre. Première facturation en janvier, le retour de 500 millions. Par la suite, le gel et ses conséquences sur 5 ans, 1 milliard. C'est le geste qu'on pose aujourd'hui dans ce projet de loi-là pour redonner de l'argent aux contribuables, pour redonner de l'argent à la clientèle d'Hydro-Québec, l'argent, en fin de compte, qu'ils ont payé en trop dans le passé. Deuxième complémentaire, avec la volonté de mieux comprendre, cette fois-ci, c'est un peu bruyant, s'il vous plaît, votre attention. Député de Mercier, à vous la parole. En écoutant le ministre, on a l'impression qu'il donne un gros cadeau aux consommateurs, mais la vérité, c'est que le cadeau, il est donné aux grandes industries qui sont en fait les meilleurs amis du premier ministre. Et ça, c'est la cerise sur le sundae de ce projet de loi. Pendant que la population va voir ses tarifs augmenter... Monsieur le leader du gouvernement. Et Monsieur le Président, on est en train de prêter des intentions dans la question. Je pense que la députée de Mercier devrait être prudente, Monsieur le Président. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Il faut avoir une définition extrêmement généreuse de prêter des intentions pour soutenir ce que soutient le leader du gouvernement. Le premier ministre se fait une fierté de répéter qu'il est un premier ministre de l'économie puis qu'il est l'ami des entreprises. C'est tout simplement ce que vient de répéter la députée de Mercier. Je ne vois pas en quoi il y a une question de règlement à soulever ici. Monsieur le leader du gouvernement, et on complétera l'échange. J'ai été très attentif à ce que la députée de Mercier a dit et c'est pas ce que le leader du deuxième groupe d'opposition a relaté. Et maintenant, je vous demande tout simplement ensemble, s'il vous plaît, encore une fois, votre attention. Soyez prudents aux intentions émotives. Je vous demande de faire attention, de continuer dans le respect de cette période de questions. Madame la députée de Mercier, poursuivez. Donc, revenons sur les faits, parce que pendant que la population va voir ses tarifs augmenter au niveau de l'inflation, les tarifs des industriels, lui, vont augmenter moins vite que l'inflation. Est-ce que le ministre peut expliquer à la population pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures et pourquoi ça va profiter plus Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, Monsieur le Président, il faut bien comprendre en réalité qu'on va retourner l'argent selon, en réalité, chacune des clientèles, 50 pour le résidentiel et la balance pour le commercial et l'industriel, selon la consommation. Maintenant, ce que la députée mentionne, c'est le tarif L, négocié en 2014. C'est un tarif préférentiel pour certaines industries qui évolue à 0,65 de l'inflation pour, en réalité, permettre le développement économique du Québec. C'est un tarif qui a été mis en place en 2014 et qui continuera. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président. Le projet de loi 21 est à l'étude ici à l'Assemblée depuis quelques jours seulement. Je voudrais faire un peu d'historique, Monsieur le Président, parce que autant le premier ministre que le leader du gouvernement aiment raconter une histoire, mais qui n'est pas celle qui peut être soutenue par les faits. Monsieur le Président, le Conseil des ministres a été assermenté le 18 octobre 2018. Ça fait presque 240 jours que ça s'est passé. Le projet de loi 21 a été déposé le 28 mars 2019 et il s'est écoulé entre le moment où on a mis le Conseil des ministres en place et ce projet de loi-là, 161 journées, Monsieur le Président. Entre le 21 mars et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 77 jours. On a commencé l'étude détaillée le 4 juin. Alors, si je compte la fin de semaine, ça fait 9 jours. On a, Monsieur le Président, en commission parlementaire, fait 25 heures. Et si j'enlève les 4 heures de suspension du ministre, on n'a même pas une journée complète si on les accumule. On n'a même pas une journée de travail au Québec pour avoir étudié ce projet de loi-là. Et on dit, Monsieur le Président, que les Québécois font du niaisage. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, premièrement, pour reprendre les propos du collègue, ce ne sont pas les Québécois qui font du niaisage. C'est le Parti libéral qui fait du niaisage. Le leader de l'opposition officielle, Monsieur le Président, veut raconter une histoire. Moi, je ne raconterai pas une histoire, je vais parler des faits. La commission Bouchard-Taylor a rendu son rapport en 2008. On est rendu en 2019. M. Bouchard a dit que ça a été une erreur de la part du Parti libéral de ne pas adopter un projet de loi qui interdisait le port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Nous, Monsieur le Président, on s'est présenté devant les Québécois lors de la dernière campagne électorale avec une position qui était très claire, que nous allions inscrire la laïcité de l'État dans nos lois, que nous allions interdire le port de signes religieux pour certaines personnes en situation d'autorité, les juges, les policiers, les agents correctionnels, les procureurs, les enseignants, et que, Monsieur le Président, les services publics au Québec sont donnés et reçus à visage découvert.
Ça fait 10 ans qu'on débat de cette question-là. Il y a des partis politiques qui sont allés trop loin, d'autres qui n'ont rien fait. Monsieur le Président, le projet de loi que nous avons sur la laïcité de l'État, c'est une avancée pour la société québécoise. Il serait temps que le Parti libéral s'en rende compte. Première complémentaire en faisant attention aux propos utilisés, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le leader fait référence aux 10 ans passés. Pourtant, son projet de loi a commencé en étude le 4 juin de cette année. Son amendement sur les signes religieux pour les définir a été déposé mardi. Et le cafouillage du premier ministre sur les alliances, ça a eu lieu hier. Est-ce qu'il pourrait au moins reconnaître, Monsieur le Président, peut-être que ça a niaisé plus longtemps dans son bureau qu'ici à l'Assemblée nationale? Parce qu'en insultant le Parti libéral, Monsieur le Président, ce qu'il fait, c'est d'insulter tous les Québécois qui ne pensent pas comme lui. Vous vous adressez à la présidence, s'il vous plaît. Évitez de vous interpeller. Prudence sur les propos. Monsieur le ministre de l'Immigration, en réponse. Monsieur le Président, loin de moi l'idée d'insulter les membres du Parti libéral et les députés du Parti libéral. Monsieur le Président, on est face à une situation où, lorsque je démontre de l'ouverture face aux collègues du Parti libéral pour insérer une définition dans le cadre du projet de loi sur la laïcité, on me reproche de le faire, Monsieur le Président. Moi, j'ai la volonté sincère de faire en sorte que le projet de loi sur la laïcité soit adopté d'ici la fin de la session. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on siège jusqu'à 22h30 sur le projet de loi sur la laïcité. Ça nous laisse, Monsieur le Président, pratiquement 12 heures ensemble à passer pour adopter les différents articles. Je compte sur la collaboration du Parti libéral pour adopter le projet de loi sur la laïcité de l'État. C'est très important pour les Deuxième Québécois. complémentaire. Toute notre attention est portée sur le leader de l'opposition officielle. Je vais demander au leader du gouvernement et ministre de l'Immigration d'abaisser un peu les yeux, de regarder les collègues dans cette Assemblée et de leur dire sincèrement qu'ils les respectent. Le premier ministre du Québec a fait tout à l'heure un point de presse et il a annoncé un bâillon cette fin de semaine. Notre règlement, Monsieur le Président, ce qu'il dit, et c'est sa prérogative, qu'il doit en informer les parlementaires, qu'une lettre doit vous être déposée, que ce bâillon-là, il doit être discuté. Il a fait comme d'habitude, c'est de bafouer nos institutions, Monsieur le Président. Est-ce qu'il est capable de les regarder dans les yeux, les parlementaires, et de leur dire la vérité? S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement, en tant que leader du gouvernement, sur cette... Monsieur le Président, j'invite le leader de l'opposition officielle à modérer ses propos. Je sais qu'il en est capable et surtout de cesser de faire des effets de toge ici. Il connaît le profond respect que j'ai pour nos institutions parlementaires. Je partage la même affection qu'il éprouve ici. Je comprends qu'on est en fin de session, Monsieur le Président, mais j'invite les parlementaires aujourd'hui à travailler sérieusement pour faire en sorte d'adopter le projet de loi sur la laïcité de l'État. OK, je vais vous demander, là, encore une fois, je l'ai répété à plusieurs reprises, de ne pas imputer de motif. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises également ce matin. Je vais poursuivre la période de questions, mais soyons respectueux. Les questions sont importantes. Il vous reste 3 secondes, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Vous m'avez coupé, Monsieur le Président, tout à l'heure. Bon, monsieur le leader. Je vais passer la période à mon collègue qui puisse poser sa question principale. D'abord, réponse du ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on a la responsabilité... C'était une question de règlement. Écoutez, ce que je comprends de l'échange entre leaders de l'opposition officielle, le leader du gouvernement, en réponse à votre demande sur les motifs, reste une réponse du ministre de l'Immigration. C'est mon droit, à titre de leader, de vous poser la question. Si vous me dites que j'ai du temps pour ma question, je vais compléter. Si vous me dites que je dois répondre à la question de règlement du collègue, parce que c'est ce que je croyais, il n'y en est pas question, je ne voulais pas le faire. Il était sur une question de règlement. Vous avez 3 secondes prêts pour poursuivre. Non, un bâillon cette fin de semaine. Voilà, Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'invite les parlementaires de cette Assemblée à travailler sérieusement aujourd'hui jusqu'à 22h30 sur le projet de loi sur la laïcité. Je suis convaincu qu'avec les membres de la Commission, et d'ici 22h30 ce soir, nous sommes en mesure d'adopter tous les articles pour faire en sorte de pouvoir adopter le projet de loi sur la laïcité de l'État. Depuis des années, Monsieur le Président, au Québec, on a ce débat-là. On a présenté un projet de loi qui est pragmatique, qui est modéré, qui répond à la volonté des Québécois. Le gouvernement tient sa parole. Est-ce que le Parti libéral, Monsieur le Président, va entendre la volonté de la population québécoise et va commencer à se comporter en écoutant le désir des citoyens et des citoyennes? Question principale, Monsieur le député de... Jacques Cartier, je m'excuse. Monsieur le Président, la question de l'accès aux services de santé en anglais est importante. Quand Tracy Wings s'est présenté à l'hôpital Broome-Missisquoi-Perkins suite au drame
ayant mené au décès de son fils. C'est une réceptionniste de 19 ans qui a dû lui traduire les informations données par le personnel soignant. Cet hôpital est pourtant un établissement indiqué comme offrant des services dans les deux langues. Au printemps dernier, un règlement a été adopté pour la composition d'un comité sur la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise. Sa mission, c'était de préparer des avis une nouvelle génération de plans d'accès. Il y a près de 2 mois, j'ai questionné le premier ministre à ce sujet. Il m'a répondu qu'une annonce aurait lieu en mai. On attend toujours. Ma question est toute simple. Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait les nouveaux plans d'accès? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est une obligation du réseau de la santé et des services sociaux. Enchâssé dans la loi, les règlements, on doit donner des services en anglais à la population anglophone. Et il y a des établissements qui sont désignés pour le faire lorsqu'il y a davantage de population anglophone. Mais tous les établissements doivent donner des services en anglais à la population anglophone. Et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'organisme qui relève, d'ailleurs, de la ministre de la Santé et des Services sociaux et qui s'occupe aussi de voir à cette question d'accessibilité des services en anglais par la population qui le requiert. Alors oui, il y a un plan d'accès qui doit être élaboré et nous devons nous revoir sur cette question. Le ministère suit le dossier de façon soutenue et, Monsieur le Président, on va probablement même améliorer l'accès aux services en anglais pour la population qui le requiert. Merci, Monsieur le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.